Henrietta Lacks est l'une des personnes à avoir le plus contribué dans la recherche en biologie. Que ce soit en cancérologie, en virologie ou en biologie cellulaire, elle a tout fait. Et pourtant, vous ne la connaissez pas. Enfin bon, une femme scientifique brillante qu'on a oubliée, ce serait pas la première fois. Mais là, c'est pire, parce que Henrietta Lacks elle-même ne sait pas qu'elle a fait toutes ces découvertes. Et dire que j'ai passé des années de recherche au labo pour pas grand-chose alors que d'autres font des découvertes sans s'en rendre compte. Nous sommes au début des années 50 et la recherche en biologie est face à un gros problème. Les dernières décennies ont été remplies de révolutions scientifiques. On comprend mieux le corps humain, de nombreux animaux et aussi certaines maladies. Mais pour aller plus loin, il faut désormais changer d'échelle. Et je parle pas d'une échelle... non, je parle de... Il faut zoomer quoi. Il faut plonger dans l'infiniment petit, au cœur de nos cellules. Problème ? C'est que réussir à cultiver ces cellules en dehors d'un organisme, c'est à peu près aussi compliqué que de trouver la pierre philosophale. Beaucoup de monde a essayé pour pas beaucoup de résultats. Pourtant, avec un tel outil, on pourrait mieux comprendre, analyser, tester et potentiellement guérir certaines maladies. De nombreux scientifiques se sont donc lancés dans cette quête à la fin du 19e et au début du 20e siècle. En 1912, une première équipe de recherche touche au but. À son bord, le français Alexis Carrel, qui est tout juste prix Nobel de médecine. Avec ses collègues, il parvient à maintenir en vie et cultiver le tissu musculaire du cœur d'un embryon de poulet. Et il vivra jusqu'en 1946. Le tissu de poulet, je veux dire. Cocorico, un scientifique français, prix Nobel de médecine et génie de la biologie, c'est si rare. Je fais de la brebis. Mais on a oublié son nom, Alexis Carrel. Pourquoi ? Sans doute parce qu'en 1941, il accepte un financement de la France de Vichy pour travailler sur la stérilisation des handicapés mentaux, avec l'Allemagne de vous savez qui. Voilà. Je pense qu'on va revenir au sujet d'origine de la vidéo. Alexis Carrel et son équipe réalisent donc un tour de force. Mais pour ce qui est de la culture cellulaire, c'est pas vraiment ça. Impossible de faire pousser ces cellules en grande quantité et donc impossible aussi de faire beaucoup d'expériences dessus. 2 ans après l'arrêt de l'expérience de Carrel, un Américain, Wilton Robinson Earl, parvient enfin au Saint Graal. Il arrive à produire une lignée de cellules qui semble pousser indéfiniment dans des boîtes de pétri. On peut alors facilement étudier ces cellules et faire de nombreuses expériences dessus. C'est ce qu'on appelle les expériences in vitro, littéralement sous verre, puisque c'était en verre qu'étaient faits les contenants utilisés en labo à l'époque. Sauf que c'est pas des cellules humaines, c'est des cellules de souris. Mais n'allez pas me faire dire ce que j'ai pas dit que j'allais dire, c'est déjà une victoire de taille. Désolé, mais à mon avis, c'est pas si compliqué que ça. Je me coupe un bout de doigt et je le mets dans un tube et ça pousse. Bon Jean-Michel, on se calme. Si autant de scientifiques se sont cassés les dents sur le problème, c'est qu'il est sérieux. Évidemment que des équipes de recherche ont tenté à peu près la même idée que Jean-Michel. Mais à chaque fois, c'est la même galère. D'abord, il y a le problème des contaminations. Laissez un bout de ce que vous voulez dans un tube rempli d'eau et après quelques semaines, vous aurez quelques surprises. Là, on est plutôt sur des surprises de type moisissure qui pue. Notre environnement et notre corps, ils sont en contact en permanence avec des champignons, des bactéries, des virus. Et faire pousser des cellules humaines, c'est aussi le risque de faire pousser tous ces autres trucs, et donc de parasiter n'importe quelle expérience. Et encore faut-il être capable de faire pousser quoi que ce soit d'ailleurs. Il a fallu des décennies pour optimiser les liquides dans lesquels faire pousser des cellules. Par exemple avec du sérum de fœtus de vache. Voilà. Là, il n'y a pas de blague par contre. C'est vraiment un liquide qu'on utilise couramment encore aujourd'hui dans les labos pour la culture cellulaire. Et en plus, des cellules du cerveau ou du poumon, elles ont pas besoin... Non, c'est pas le poumon. Du poumon, elles ont pas besoin de la même chose pour pousser. C'est comme pour mes plantes. Cette plante et cette plante n'ont pas besoin de la même quantité d'eau, de la même lumière. D'ailleurs, ça se voit, celle-ci fait la gueule. Et pourtant, malgré une absence de contamination, des milieux de culture optimisés, ça ne fonctionne pas. Jusqu'à un matin de 1951. Le 29 janvier 1951, une Afro-Américaine de 30 ans arrive à l'hôpital Johns Hopkins de Baltimore, aux États-Unis, dans l'état du Maryland. Dans l'état du Maryland, pas Marineland. Il y a moins de dauphins et d'orques. Cette femme, c'est Henrietta Lacks. Henrietta Lacks quoi, en français. Il y a quelques mois, elle a donné naissance dans cet même hôpital à son 5e enfant, un petit garçon nommé Joseph. Mais lorsqu'elle revient à l'hôpital ce matin de janvier 1951, son médecin identifie une grosseur de 2 à 3 cm dans son col d'utérus. C'est gros 3 cm. Elle est diagnostiquée d'un cancer du col de l'utérus agressif et commence une radiothérapie. Le 8 août, elle demande à être admise d'urgence à l'hôpital pour de fortes douleurs abdominales. Elle y restera jusqu'à sa mort, le 4 octobre de la même année. Et son autopsie montrera d'ailleurs que son cancer avait atteint de nombreux autres organes. Et c'est là que le destin d'Henrietta Lacks prend un autre tournant. Pendant le traitement, un morceau du cancer a été prélevé. Cet échantillon est envoyé au Dr J, qui essaye sans succès de faire pousser des cellules en culture depuis des années. Son équipe reçoit les cellules d'Henrietta Lacks et là, stupeur,
elle pousse. Henrietta Lacks vient de donner naissance à la première lignée de cellules humaines cultivables à l'infini, in vitro. Et en son honneur, cette lignée de cellules est appelée Ella. Ella. Sauf que la réalité est un peu moins marrante. Déjà parce que le prélèvement a été fait sans son consentement. Henrietta Lacks n'a même jamais été informée qu'il serait utilisé pour la recherche. Même chose, si la lignée porte bien son nom, en fait, son origine a été tenue secrète pendant des années. Ce n'est qu'au milieu des années 70, par hasard, que le nom d'Henrietta Lacks est divulgué. D'ailleurs, sa famille n'était pas non plus au courant. Elle a surtout pas eu le droit au respect en fait. Alors à quoi ressemblent des cellules Ella? À ça. Chacune de ces formes allongées est une cellule, et les couleurs différentes correspondent à des marquages différents. Et les cellules Ella vont être très rapidement mises à contribution dans l'un des plus gros succès scientifiques et médicaux du XXe siècle. Quand Henrietta Lacks est diagnostiquée de son cancer du col de l'utérus, les États-Unis sont face à une véritable épidémie de poliomyélite. Si la plupart des personnes contaminées ne développent pas de symptômes, 1% d'entre elles a des effets secondaires très forts, avec des paralysies qui conduisent parfois à la mort. Et en plus, aucun traitement n'existe. Pas ouf comme situation, on est d'accord. Pour étudier le virus responsable de la poliomyélite et développer un vaccin, il faut produire une grande quantité de cellules. Sauf qu'à l'époque, avec les outils disponibles, ça coûte un pognon de dingue. Et c'est là qu'arrivent les cellules Ella. Dès 1953, des scientifiques testent le virus de la polio sur les cellules Ella. Et là, c'est le jackpot. Non seulement les cellules Ella sont très sensibles à l'infection, mais en plus de ça, elles produisent ensuite une grande quantité de virus. Ces cellules sont alors utilisées pour étudier le virus et produire un vaccin contre ce virus. Grâce à ça, un premier vaccin est testé sur les cellules Ella en 1954 et des essais cliniques chez l'humain suivent. Vous pensiez que les cellules Ella allaient se satisfaire de cette victoire? Oh que non! Les cellules Ella ont été déterminantes pour fabriquer les vaccins contre les papillomavirus, comprendre que le VIH était responsable du sida, ou encore percer les mystères de la tuberculose. On les a même envoyés dans l'espace dans les années 60 à bord du satellite russe Sputnik 6. Vers l'infini et au-delà. Les cellules d'Henrietta Lacks sont carrément associées à plusieurs prix Nobel, dont un qui a permis de répondre à une question importante. Comment font-elles pour se diviser à l'infini? En fait, l'ADN contenu dans les noyaux est compacté en chromosomes. Et aux extrémités de chaque chromosome, pour les protéger, il y a des capuchons, les télomères. Mais à force des multiplications cellulaires, les télomères sont peu à peu mangés. C'est pas bon. Mais vous comprenez l'idée. Si l'extrémité d'un chromosome devient nue, c'est la panique générale. Et la cellule préfère s'auto-détruire plutôt que de laisser le reste du chromosome se faire attaquer. C'est ce qui arrive au bout de 40 à 50 multiplications cellulaires. Sauf que les cellules Ella, elles ont une astuce. Elles sont capables de réactiver un élément de la cellule, la télomérase, qui va alors rallonger les capuchons aux extrémités des chromosomes. Et grâce à ça, les divisions peuvent continuer à l'infini, il y aura toujours des télomères. La télomérase humaine a justement été identifiée dans les cellules Ella en 1989. Et en 2009, Elizabeth Blackburn, Carol Greider et Jack Szostak ont justement reçu le prix Nobel de physiologie et médecine pour leurs travaux sur les télomères. Malgré tous ces succès scientifiques et médicaux, la tombe d'Henrietta Lacks est restée sans inscription pendant des années dans un cimetière de Virginie. Ce n'est qu'en 2010 qu'une pierre tombale portant une inscription a été enfin ajoutée. On peut y lire « Ici gît Henrietta Lacks ». Et là, ces cellules immortelles continueront à aider l'humanité pour toujours. En 1951, une femme afro-américaine est devenue la première personne immortelle. Et en même temps, elle a sauvé des millions de vies. C'est quand même un peu plus stylé que ton bout de doigt, hein Jean-Michel? Et avant de partir, si vous cherchez une idée de cadeau de Noël en janvier, Les Oubliés de la Science, c'est une super BD par Camille Van Belle. Il y a plein de fun facts, plein d'histoires sur des gens très intéressants, notamment sur Henrietta Lacks. Abonnez-vous à la Bologie, hein!